Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À l'occasion aujourd'hui de la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains, l'UNICEF France alerte sur un fléau encore largement méconnu dans un rapport publié ce 30 juillet intitulé « Victimes avant tout, protéger les enfants contre l'exploitation criminelle ». L'organisation y met en lumière l'instrumentalisation croissante de mineurs dans des activités illégales. Derrière certains faits de délinquance souvent très médiatisés se cache une réalité plus sombre, des enfants exploités, fragiles, sous emprise. Alors que les discours politiques se durcissent autour de la délinquance juvénile, les mineurs sont de plus en plus souvent traités comme des coupables plutôt que comme des victimes. Le rapport décrit des réseaux structurés, violents, opérant dans l'impunité qui piègent ces jeunes dans un engrenage criminel. En l'absence de dispositifs adaptés, la plupart passent sous les radars. L'UNICEF appelle aujourd'hui à un sursaut des pouvoirs publics et à la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre cette forme d'exploitation trop longtemps ignorée. Autre point important à rappeler concernant la loi, un mineur qui commet une infraction entre en conflit avec la loi et sa responsabilité pénale peut être engagée. Toutefois, son âge et sa capacité de discernement sont toujours pris en compte. La justice considère ainsi qu'un mineur de moins de 13 ans qui commet une infraction n'est pas capable, en principe, de mesurer la portée de son acte. Il s'agit d'une présomption de non-discernement afin de protéger les plus jeunes. Certains crimes étant commis par des enfants manipulés par des réseaux, nous vous posons donc la question sur le compte X. Comment protéger les mineurs victimes de réseaux criminels ? 1. Les placer. 2. Sanctionner les parents. 3. Les incarcérer. Pour l'instant, sur le compte X de Sud Radio, vous dites les placer à 16%, sanctionner les parents à 59%, les incarcérer à 25%. Et nous sommes avec Walid Rar, qui est représentant syndical de Alliance Police. Rebonsoir Walid. Alors vous avez commencé à nous expliquer avant la coupure, Walid, que l'État n'en faisait pas assez pour protéger sa jeunesse, très objectivement. Et pour axer sur ces justement mineurs criminels, il faut quand même savoir ce que dit le rapport de l'UNESCO. Il dit notamment qu'il y a un grand nombre de mineurs qui sont même en dessous de 13 ans parfois, qui sont notamment drogués au Rivotril pour aller être forcés ensuite à faire des cambriolages ou autres exactions. Donc effectivement, on peut vraiment se poser la question, Walid. Oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas nier qu'il y ait en effet une partie des mineurs qui est sous emprise, notamment par des produits ou autres, même menaces physiques ou autres. Mais par contre, là où je voudrais modérer un peu ce discours, c'est qu'on ne peut pas non plus nier le fait qu'il y a des mineurs de manière volontaire, et c'est pour ça que la notion de mineur en justice pose problème, doivent assumer aussi les conséquences de leurs actes. Donc, un mineur de 16-17 ans, je pense qu'il a parfois pleinement conscience de ce qu'il fait quand c'est mal. Par exemple, quand il fait un cambriolage, je pense qu'il a aussi pleinement conscience de ce mal. Ouais. Émilie Perrier, les actes sont réalisés par des jeunes de plus en plus jeunes aussi, ce qui rend la complexité. On a donné quelques repères. L'âge de 13 ans est un passage particulier au regard de la loi. Alors, en fait, il faut savoir qu'en France, on ne peut pas être condamné si on n'a pas conscience exacte de la portée de son acte. C'est effectivement ce point de discernement. Et ce point de discernement est aussi apprécié lorsque un acte est commis par quelqu'un qui est psychiatriquement dérangé, et la question de sa responsabilité pénale se pose. En ce qui concerne les mineurs, alors effectivement il y a ce seuil de 13 ans qui a été mis en place, mais il n'en demeure pas moins qu'entre 13 et 16 ans on est aussi responsable de ses actes, même si à un an près je ne pense pas que dans la construction d'un enfant on puisse dire que ce soit si objectif que cela. Il n'en demeure pas moins qu'en ce qui les concerne, ces jeunes, alors vous avez parlé de deux types en fait. Vous avez parlé de personnes victimes de traite et personnes auteurs d'infractions en dehors d'un réseau, enfin d'après ce que je comprends au niveau de l'intervention de monsieur. Les personnes victimes de traite, ça se retrouve dans le trafic de stupéfiants, dans les règlements de compte et dans la prostitution. Et le vrai phénomène, c'est le recrutement, et ce recrutement se fait principalement via Snapchat, c'est ce que je vous disais. Ah oui, nous y revenons. Exactement. C'est vraiment une courroie de transmission pour faire en sorte qu'il y ait une emprise sur ces jeunes et les tenir, alors parfois par des phénomènes de revenge porn, je vais diffuser des photos de toi nu si tu ne fais pas ce que je te demande. Pour le trafic de stupéfiants et plutôt les règlements de compte, il y a aussi
des têtes mises à prix, donc des annonces pour justement tuer le leader du gang rival. Enfin, Snapchat est clairement un vrai vecteur de délinquance chez les jeunes. Donc il y a quand même cette prise de conscience-là à avoir. Et après, il y a surtout qu'est-ce qu'on fait des jeunes vulnérables en fait. Il y a eu un rapport de l'ASE en mai qui est sorti, qui indique qu'il y a quand même 15 000 jeunes qui sont à l'ASE exposés à la prostitution, et on avait des interventions désespérées de travailleurs sociaux qui ne savent pas quoi faire. Alors quelques chiffres, Michael Sherman, il y a 92% des enfants victimes d'exploitation criminelle en France qui sont des mineurs non accompagnés, 81% d'eux sont originaires d'Afrique, plus particulièrement, dit-on, d'Algérie et du Maroc, et puis il y a aussi 19% d'enfants qui viennent de Roumanie et de Bosnie et Herzégovine. Il y a des garçons, il y a des jeunes hommes, mais il y a aussi évidemment des femmes, des jeunes filles dans ces trafics. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait l'aide sociale à l'enfance, qui est censée accompagner les gamins qui sont placés justement dans des situations difficiles, eh ben elle est complètement désarmée, désœuvrée, quoi. Désarmés, désœuvrés, mais la vraie question, c'est de savoir si on veut considérer ces jeunes comme des victimes à sauver ou des délinquants à enfermer. Aujourd'hui, l'excuse de minorité, moi je suis élu local, je le vois quand je me balade dans ma ville ou dans mon département, les Français en ont marre de l'excuse de minorité, en ont assez d'entendre à chaque fois ces circonstances atténuantes où on s'intéresse plus au profil psychologique et à l'enfance compliquée d'un jeune délinquant que la victime elle-même, ou à la fin, dans les débats, on parle même plus de la victime. C'est-à-dire que la victime, c'est le délinquant, le pauvre petit, il a une maman isolée, etc. Mais il y a énormément de foyers où il y a des mamans solo, où il y a des jeunes qui vivent l'extrême précarité. Oui, mais là, on parle de mineurs non accompagnés qui sont victimes d'exploitation de réseaux criminels. Hein. Je reprécise. Si on resitue sur l'ASE notamment, mais comme la prison, mais c'est devenu l'école du crime. Ils ressortent de ces foyers. Ils ressortent aujourd'hui de tous ces foyers, de ces établissements où ils sont censés être protégés. La République a quand même un devoir de protéger ces jeunes mineurs si on va au bout du projet. Mais aujourd'hui, ils sortent beaucoup plus formés, ils rencontrent des jeunes beaucoup plus excités, si je peux parler poliment, et beaucoup plus professionnels, notamment sur ces sujets liés à la drogue, à la prostitution, et puis aussi la prostitution des mineurs dans ces centres. Vous le parliez. Alors, Walid Rar, justement, votre expérience d'homme de terrain, alors vous vous occupez aussi de plusieurs associations d'inclusion des jeunes. Est-ce que finalement, face à un jeune qui commet un crime, alors qui est manipulé en plus dans un réseau, est-ce qu'on a la bonne formule pour y mettre un terme ? La bonne formule, bon, si elle existait, je pense qu'il y a longtemps qu'elle serait appliquée. On va pas se mentir, le sujet il est complexe et malheureusement, chaque personne en plus a des cas particuliers. Il faut vraiment avoir de l'anticipation dans ces domaines. En tout cas, lorsque j'interviens au niveau social, au niveau associatif, plusieurs jeunes viennent me voir, ils m'ont confié des choses et en effet, ils sont sous emprise. Pour certains, il ne faut pas le nier. Donc, pour sortir de cette emprise, et c'est là que les acteurs sociaux et aussi le gouvernement ou les institutions nécessaires doivent intervenir, c'est de sortir ce jeune de cette emprise. Donc, parfois, c'est souvent même sortir ce jeune de son milieu géographique, de cette cité, de son hall. Ce serait la première des choses à faire. Mais ensuite, il faut aussi voir l'aspect, et là je rejoins monsieur, lorsque on comprend que de nombreux Français et Françaises en ont marre de voir tout le temps les mêmes personnes condamnées et finalement sortir aussi vite par l'excuse de minorité. Il faut trouver un juste milieu. Il n'y a pas de solution miracle, mais il faudra trouver ce juste milieu qui permettra la prévention, mais également la sanction. Il ne faut pas minimiser l'aspect de la sanction. La sanction est nécessaire et croyez-moi, lorsque je parle à des jeunes gens, la notion de sanction, pour eux, elle est nécessaire, elle est même utile. Alors, il y a deux choses. Il y a cette sanction, mais il y a aussi la prévention. Et on a vu, beaucoup de jeunes, en fait, tombent... alors, c'est souvent le narcotrafic, on le voit bien, dans beaucoup d'endroits en France. Comment on fait pour de la prévention ? C'est prévention contre manipulation. Alors, Émilie Perrier... c'est pas forcément... Oui, effectivement, c'est prévention contre manipulation. Mais au-delà de ça, on a quand même une réforme extrêmement importante sur le droit pénal des mineurs, puisque, alors qu'avant, on avait une ordonnance qui datait des années 50, qui prévoyait les règles pour sanctionner les faits de délinquance. Aujourd'hui, on a un vrai code pénal des mineurs. Et il y a eu une vraie réflexion plutôt profonde qui a été menée sur ces points et qui a amené, malgré tout, à avoir une dimension pédagogique en réalité de la sanction. C'est extrêmement important. Moi, j'ai récupéré des gens en comparution immédiate qui avaient déjà
17 mentions au casier. À quel âge ? Ils avaient quel âge ? Ils avaient 25 ans. Et ça veut dire qu'ils ont commencé très jeunes. Et donc, à partir de là, si on n'endigue pas tout de suite, si on ne fait pas en sorte que la personne rentre dans le droit chemin et surtout réfléchisse et voit bien que c'est pas dans son intérêt de construire sa vie dans cette direction-là, et qu'on laisse juste une sanction sèche, puisque de toute façon, j'ai entendu mettre les mineurs en prison. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Déjà, premièrement, les prisons sont surpeuplées. Deuxièmement, il n'y a aucun moyen d'accompagnement. Et nécessairement, on en ressort pire qu'avant. Crée de la délinquance. Et on crée surtout un cercle pénal. Et c'est très difficile, quand on a commencé à mettre le doigt dans cet engrenage du cercle pénal, d'en sortir. Alors, pour en revenir à nos mineurs qui sont victimes de traite et d'utilisation par ces réseaux criminels, il y a aussi un focus sur la prostitution des mineurs qui augmente, surtout celle des filles. Elles sont entre 10 et 15 000 dans le pays. C'est un chiffre qui a été multiplié par 10 en 10 ans. Donc là, on parle même plus de problèmes pour les administrés ou les autres gens autour. Là, c'est un vrai problème de gestion des jeunes filles et de comment elles arrivent dans la vie et comment... Clichés pornographiques. Des mineurs ? Il y a eu des cas d'excès où on a prouvé que les photos, et dans beaucoup d'enquêtes, venaient notamment de mineurs. C'est-à-dire qu'avec des faux comptes, c'est-à-dire qu'une personne majeure va créer un compte avec une carte d'identité, en fait, il y a toute une prostitution derrière, où au-delà de simples clichés, il y avait des rendez-vous pour de la prostitution. Donc on a heureusement des policiers, des services de police notamment, des enquêteurs formidables en France, qui arrivent à remonter. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens. Vous avez des services aujourd'hui où il y a 6 ou 7 policiers qui doivent s'occuper de tout le territoire national sur du contenu pornographique ou de la prostitution des mineurs. Donc déjà un message de soutien aux policiers qui font un travail formidable, mais derrière la justice et tout l'appareil derrière de travail entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, c'est très compliqué parce qu'il manque de moyens. Donc ils peuvent pas. Walid Rab, justement, un petit mot sur ce manque de moyens. Je rappelle que vous êtes représentant syndical de Alliance Police. Comment est-ce que on gère justement l'augmentation de cette prostitution des jeunes filles mineures ? Comment ça se met en place, les enquêtes ? Comment ça se gère dans la police, quoi ? Comment vous faites pour enquêter, etc. Comment ça fonctionne ? Donnez-nous un peu d'éléments techniques, s'il vous plaît. Monsieur a absolument tout résumé. Comment ça se présente, c'est-à-dire qu'on a les cas, on a des enquêteurs, c'est des enquêtes longues, parfois très longues, donc on a besoin de résultats, mais on a peu de moyens. C'est toujours le problème des moyens humains. On a peu de moyens humains malheureusement, et on n'arrive pas à aller plus vite que la technologie, que ces réseaux, tout va très vite. Donc là, malheureusement, c'est toujours un problème de moyens. C'est des enquêtes longues qui nécessitent beaucoup d'investigation, beaucoup de recherche, beaucoup de temps. Et on a affaire à des mineurs, donc c'est aussi, lorsque vous auditionnez une mineure, croyez-moi, c'est très long, parce qu'il faut être prudent, il faut y aller avec beaucoup de délicatesse. Et malheureusement, ça demande du temps, mais surtout des moyens humains, ce qui nous manque cruellement. Il manque d'enquêteurs, quoi. Bon, il y a aussi un fait, puisqu'il y a des plaintes qui ont été données contre des départements, plusieurs départements. Les actions responsabilité. Voilà, ouais. Puisque ces mineurs, donc qui se retrouvaient en prostitution, en fait, étaient placés dans des organismes départementaux. Ça veut dire que là, l'État est défaillant, Émilie Perrier. En fait, c'est une faute de l'État. Une action en responsabilité, il faut qu'il y ait une faute reconnue. Alors, la problématique, moi je rejoins monsieur, mais c'est toujours le même problème, c'est cette question de moyens. Et au-delà de ça, un adolescent, même votre fille ou votre fils, vous savez pas forcément ce qu'il fait sur son portable en fait, très simplement. Et donc déjà, effectivement, il y a un rôle des parents. Faut aller vérifier normalement, non ? Faut aller vérifier, mais on peut pas toujours tout vérifier, on peut pas toujours tout contrôler. On ne sait pas comment aussi faire. On ne sait pas comment. Parfois, parce qu'il peut y avoir des décalages de génération, et ces décalages de génération, on peut les retrouver aussi dans le langage ou dans les fameux emojis utilisés. Alors il y a une société d'assurance qui a fait une campagne là-dessus. Je trouvais ça plutôt pertinent. Moi j'ai appris des choses entre nous, mais il y a, je pense, un effort à faire pour intégrer cette nouvelle mentalité, et on n'est plus, les jeunes, c'est pas la même jeunesse qu'on a pu avoir nous. Il y a des possibilités que ces départements qui ont été donc accusés devant la justice, il y a une plainte contre eux, il y a une possibilité qu'ils soient condamnés, ces départements. C'est un recours devant le tribunal administratif, donc les juges de l'État apprécieront s'il y a effectivement une faute, un défaut de surveillance qui a été commis. Après, j'ai envie de dire, c'est facile de jeter la pierre à l'ASE, mais il faut quand même un peu de soutien. Je veux dire, la psychiatrie, c'est
c'est dévasté en France. Les suivis, il y a eu ce qui s'est passé pendant le Covid pour la jeunesse, ça a eu un effet très très fort. Et il y a justement ces réseaux qui ont profité peut-être de cette vulnérabilité des jeunes pour les recruter. Il y a des enfants qui se font recruter à Bobigny et qu'on envoie à Nîmes pour faire des règlements de compte. Donc on ne peut pas considérer que à la limite c'est plus facile. Il y a une vraie vulnérabilité de la jeunesse qu'il faut prendre en compte. Et alors, Michael Sherman, quid de la responsabilité des mineurs, justement? C'est-à-dire que bon, peut-être qu'en dessous de 13 ans, c'est compliqué de prouver qu'on a été responsable, mais à partir de 13 ans, ou peut-être même à partir de 16 ans, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un moment donné, quand on fait quelque chose, on en est responsable. Il y a aujourd'hui des jeunes qui ont grandi avec Internet, ont grandi avec l'intelligence artificielle. On a des jeunes qui sont extrêmement connectés à la réalité, qui sont beaucoup plus matures que la petite insouciance et innocence peut-être de notre enfance. On n'avait pas accès à tous ces contenus. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, ils ont un accès au monde. Et vous avez des jeunes de 15 ans aujourd'hui qui ont leur équipe, qui ont leur chouf, qui tiennent leur terrain, qui sont proxénètes à 15 ou 16 ans. Et aujourd'hui, on est obligé de les considérer comme adultes. Parce que aujourd'hui, c'est des entrepreneurs. Ils ont aujourd'hui, ils ont comme un service RH. Ils recrutent via Snapchat et TikTok. Et aujourd'hui, ils gèrent une entreprise comme le fait un grand chef d'entreprise, mais au service aujourd'hui du narcotrafic ou notamment de la prostitution. Et puis pour revenir juste sur notamment les champs de compétences de l'État, les conseils départementaux notamment ont ce champ de compétences et sont bien souvent responsables de ces foyers, etc., et de centres d'hébergement d'accueil. Il faut bien aussi qu'il y ait un responsable et que quand il y a quelque part un capitaine sur le bateau, il y ait aussi des responsables. Et sur les policiers, vous savez, quand vous êtes policier en brigade des mineurs, que vous êtes confronté à des enfants victimes de viols, de proxénétisme, etc., vous savez, le mental pour les policiers, pour les magistrats qui ont affaire à ces cas-là, au bout de 3 ans, il y a nombreux cas de suicide ou de dépression, où un policier qui a vécu et qui est dû être confronté à ça, et les syndicats de police font un travail remarquable pour parfois possiblement les muter ou leur trouver des dérogations pour les faire partir de ces services, parce qu'ils sont dans une dépression psychologique, à être confrontés à la misère humaine. C'est le cas pour les avocats aussi. On a un confrère de Rennes qui s'est suicidé il y a très très peu de temps et qui était avocat de la défense dans l'affaire Le Squarnec. Oui. Et Mathieu Davy, qui était une de nos vraies voix, lui a rendu hommage d'ailleurs. Exactement. Aussi. Et donc quelque part c'est tragique. Alors voilà, il était peut-être du mauvais côté de la barre, mais ça fait pas nous des personnes insensibles complètement. Alors Walid Rar, on vient d'évoquer votre profession. J'aimerais peut-être terminer sur ce que Judith a évoqué, c'est-à-dire que en fait, il y a des règlements de compte et des enfants sont utilisés pour aller faire des règlements de compte. Est-ce que concrètement, c'est une pratique aujourd'hui qui se développe, on l'a entendu, mais est-ce que vos équipes le constatent ? Oui, on le constate sur le terrain. De toute manière, même vous le savez, on le voit surtout dans les règlements de compte dans le Sud, que c'est surtout les mineurs qui sont impliqués. Donc il y a toujours cette notion d'impunité, notion de mineur va tuer. Tu ne risques pas grand-chose. C'est pas comme si moi, majeur, j'allais tuer, je risquerais 20 ans, 30 ans, voire la réclusion à perpétuité. Au bout de 5-10 ans, si tu te tiens bien avec le remise de peine, tu sors. Et crois-moi, on te donnera, je vous dis une bêtise, un exemple, mais 50 000 euros, 100 000 euros, des choses comme ça. Ça se négocie comme ça. Donc c'est plus un secret pour personne, tout le monde le sait. Mais c'est pour ça que je vous dis, depuis le début, il faudrait évidemment prendre en compte l'aspect emprise, par exemple sur les jeunes qu'on a eus, mais aussi l'aspect sanction. Il nous faut des sanctions sur cet aspect des mineurs. La minorité, en fait, ne doit plus être à partir de... L'excuse de minorité, elle peut être écartée par le juge. C'est pas automatique, bien au contraire. Merci en tout cas. Merci pour ce débat. C'est extrêmement rare. Merci Walid Rar. Je rappelle que vous êtes représentant syndical de l'Alliance Police. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci Michael Sherman. Vous êtes président de l'association Engagement France Solidarité et conseiller municipal à Charenton-le-Pont. Je crois qu'on vous retrouve la semaine prochaine avec Frédéric Brindel. Oui, vous viendrez. Voilà. Vous je viendrai pas au blind test, je vais m'entraîner. Et merci Émilie Perrier, vous êtes avocat au barreau de Péry. Merci beaucoup. Vous restez, chères auditrices, chers auditeurs, avec Frédéric Brindel. Je vous ai pas Il y a mis du les petites programme. notes, d'ailleurs. Allez-y, expliquez ce que vous allez faire. Oui, les vraies voix prennent l'air, vous savez, chaque mercredi soir. Mer et terre, c'est ça. Alors, j'ai écouté. Oui, alors presque. R et mer. On va voir que les deux sont en état de pollution avancée. Bon, voilà. Allez, tout un programme et moi je vous retrouve demain à 17h. Bonne soirée. Plaisir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.